Donc en droit international des droits de l'homme, la liberté d'expression est protégée tant au plan universel, notamment donc aux articles 19 et 20 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, que dans les ensembles régionaux, par exemple l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article 13 de la Convention américaine des droits de l'homme et l'article 9 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Et le point commun à l'ensemble de ces instruments, c'est que la liberté d'expression, contrairement à d'autres droits tels que le droit à l'intégrité, n'est pas pensée, n'est pas prévue comme une liberté qui doit être absolue. Au contraire, l'État a la possibilité, et parfois même le devoir, de limiter la liberté d'expression pour des motifs divers et variés, tels que la protection de la réputation, la protection des droits d'autrui, la protection de la morale ou d'autres motifs. Je vais m'intéresser à deux types de discours auxquels l'État peut, d'après le droit international des droits de l'homme, apporter des restrictions. Le discours sur l'histoire et le second exemple, c'est le discours sur les religions. Pour illustrer le premier exemple, le discours sur l'histoire, je partirai de constatations qui ont été adoptées le 8 novembre 1996 par le Comité des droits de l'homme des Nations Unies, constatations qui portaient sur une affaire qui s'appelle l'affaire Forisson contre France, Forisson étant le nom de l'auteur de la communication, c'est-à-dire la plainte qui a été envoyée au Comité des droits de l'homme. Et Robert Forisson était un personnage qui, par ses écrits, par ses discours, contestait, je cite la décision du comité, l'existence de chambres à gaz homicides à Auschwitz et dans d'autres camps de concentration. Et par différents écrits ou différents discours, il avançait des preuves, entre guillemets, que ces chambres à gaz n'avaient pas existé. C'est du négationnisme. Et en France, le négationnisme est réprimé par une loi de 1990. On ne peut pas contester ces faits historiques et notamment les crimes contre l'humanité tels qu'ils ont été reconnus par le tribunal militaire international de Nuremberg. Donc pour ces propos, pour cette contestation, pour cette négation, Forisson a été condamné. Il a été condamné en droit français et devant le Comité des droits de l'homme des Nations Unies, il se plaint d'une restriction de sa liberté d'expression. Il dit au Comité des droits de l'homme, sur la base de l'article 19 du pacte, qu'il n'a pas pu se prononcer sur des faits historiques, il n'a pas pu s'exprimer et donc il a été de manière tout à fait illégale, dit-il, restreint dans sa liberté d'expression. Et donc le travail du comité doit consister dans cette décision de 1996 à vérifier si l'État, donc la France, a légitimement, valablement restreint la liberté d'expression de Forisson. Est-ce que l'on peut limiter le discours sur l'histoire ou sur des faits historiques, le discours ici, encore une fois, allant jusqu'à nier que des faits historiques se sont produits. Pour contrôler la restriction qui est apportée à la liberté d'expression de Forisson, le Comité des droits de l'homme rappelle les trois conditions. Les trois conditions, et ces trois conditions, on les retrouve finalement dans la jurisprudence de tous les organes de protection des droits de l'homme. Donc ce n'est pas propre au comité. Trois conditions. Donc la première, la condition de légalité. Il faut que la restriction s'appuie sur du droit, sur une loi, ou en tout cas quelque chose qui existe en droit interne. La deuxième condition, c'est la condition de la légitimité. Il faut que la restriction de la liberté d'expression poursuive un but légitime, je vais y revenir. Et troisième condition, c'est la condition de nécessité. Il faut que la restriction soit nécessaire pour poursuivre le but légitime que l'État s'est fixé. Et ici, dans cette affaire Forisson, le Comité des droits de l'homme estime que les trois conditions sont remplies. Donc la France n'est pas condamnée pour violation de l'article 19. Les trois conditions sont remplies. La condamnation s'appuie sur une loi, la loi Guessot qui avait été adoptée en 1990. Et le Comité des droits de l'homme estime que les juridictions nationales ont valablement interprété cette loi. Elles n'ont pas commis d'erreur de droit en interprétant la loi. Deuxième condition, c'est la condition de la légitimité. Il faut donc, je l'ai dit, que la restriction poursuive un but légitime. Et ici, le Comité des droits de l'homme est sensible
à la teneur des propos. Et il estime que la légitimité du but consistait à prévenir, je cite le comité, des sentiments antisémites, dans la mesure où la contestation ou la négation des crimes contre l'humanité qui avaient été commis par le régime nazi pouvait alimenter ces sentiments antisémites. Quant à la dernière condition de la restriction, la nécessité, là encore, le Comité des droits de l'homme estime que la restriction était bien nécessaire pour poursuivre le but que j'ai indiqué auparavant, et il estime qu'il y a un rapport raisonnable de proportionnalité entre les propos qui ont été tenus par Forisson et la restriction que l'État a apportée, que les juridictions nationales ont apportée à son expression. Donc pour le comité, l'article 19 peut être utilisé pour lutter contre des propos qui, il le dit également dans sa décision, peuvent conduire aussi à l'incitation à la haine et au racisme ou à l'antisémitisme ou à la xénophobie. Ça, c'est une restriction légitime à la liberté d'expression. Cette question du blasphème et de la conciliation entre la liberté d'expression d'un côté et la liberté de religion de l'autre a été au cœur d'une affaire qui concernait une personne en Autriche qui avait, lors de différents meetings politiques et dans une conversation privée, tenu des propos portant sur le prophète Mahomet et à plusieurs reprises dans ses propos, elle insistait sur le fait que le prophète Mahomet avait des tendances pédophiles et donc elle en appelait à la communauté des musulmans de ne surtout pas suivre le modèle du prophète Mahomet. Ces propos ont été jugés particulièrement attentatoires au droit à la liberté de religion des membres de la communauté musulmane. Et sur cette base-là, la personne a été condamnée par les juridictions autrichiennes à verser une amende. Et estimant avoir été l'objet d'une violation de sa liberté d'expression, cette personne a donc saisi la Cour européenne des droits de l'homme, et cette saisine de la Cour européenne des droits de l'homme a donné lieu à un arrêt ES contre Autriche qui a été jugé le 25 octobre 2018. L'affaire arrive devant la Cour européenne des droits de l'homme, et on le voit, la Cour européenne des droits de l'homme doit donc concilier cette liberté d'expression revendiquée par la requérante avec ce but légitime de l'État qui consiste à protéger la religion et les sentiments religieux de la communauté visée par les propos. Pour trancher la question, la Cour européenne des droits de l'homme suit le même raisonnement que celui du comité dont j'ai parlé précédemment, c'est-à-dire qu'elle va vérifier les trois conditions de la restriction, l'existence d'une base légale, l'existence d'un but légitime et l'existence d'une nécessité de la restriction dans une société démocratique, pour reprendre son vocabulaire. La base légale, là encore, ne pose pas de difficulté. Elle estime que la restriction était prévue par le droit interne. Et pour le but légitime, j'en ai déjà parlé, elle accepte le but légitime avancé par l'État, c'est-à-dire la poursuite de la paix religieuse. Par ses propos, il ne faut pas envenimer les relations avec la communauté des croyants. Et donc, la Cour estime que le but poursuivi est tout à fait légitime. Quant à la nécessité de la mesure, eh bien, comme je l'ai dit, elle va mettre en balance la liberté d'expression d'un côté et la liberté de religion de l'autre. Et là, elle met en lumière le fait que l'État dispose d'une marge nationale d'appréciation extrêmement importante. Et elle le souligne, cette marge nationale d'appréciation pour restreindre la liberté d'expression est d'autant plus importante que, elle le dit, les sentiments religieux, je cite son expression, les sentiments religieux ne sont pas partagés par tous de la même manière. Et donc il faut laisser à l'État la possibilité de réglementer l'usage de la liberté d'expression cette liberté d'expression peut heurter à ce point les sentiments religieux. Donc dans cette affaire-là, l'Autriche n'est pas condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme, la Cour estimant qu'au surplus, l'amende à laquelle la requérante a été condamnée n'est pas très importante. On parle à peu près de 500 €, donc il y a aussi un rapport pour la Cour européenne des droits de l'homme raisonnable de proportionnalité. Ces deux exemples, discours
sur l'histoire et discours sur les religions, et la manière dont les organes de protection des droits de l'homme vont apprécier les restrictions à ces deux types de discours, montre bien que, comme je l'ai dit en introduction, on n'a pas une protection absolue de la liberté d'expression, et en réalité, l'appréciation des restrictions va dépendre du contexte. On le voit pour le discours sur l'histoire, le Comité des droits de l'homme a été très sensible au contexte et aux propos qui étaient tenus par Faurisson. Et on le voit aussi dans l'exemple sur le discours relatif à la religion, dans le sens où, là encore, la Cour européenne des droits de l'homme a été très sensible à l'argument avancé par l'État de la paix religieuse et de la nécessité de protéger les sentiments religieux d'une communauté. Donc on n'a pas une définition universelle de ce que sont les restrictions légitimes à la liberté d'expression. En revanche, ce qui est commun à l'ensemble des organes, ce sont les conditions, et c'est le cadre que l'État doit respecter pour que ces conditions soient conformes au droit international des droits de l'homme.